Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour ce live en plein milieu de l'été. Là, on est vraiment pratiquement entre les 2 mois de cet été. J'espère que vous allez bien. Et je suis accompagnée par Calypso qui est avec nous de vocation CRPE également. Donc, je me présente vite fait et après, je vais lui laisser la parole. Donc, je suis Cassandre Nadjar, je suis professeure chez Vocation CRPE depuis de nombreuses années. Je suis spécialiste plutôt de l'enseignement de l'école maternelle et je fais souvent les cours promotionnels, les cours gratuits qui permettent à celles et ceux d'entre vous qui se posent des questions sur le concours ou même qui ont envie d'acquérir des nouvelles notions parce qu'on traite parfois des notions. Donc, je fais régulièrement des cours gratuits. Et aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, c'est réussir sa reconversion professionnelle vers le métier de professeur des écoles, avec tout ce que ça peut impliquer dans vos têtes, entre peur et déclic. Ça fait vraiment suite au cours de lundi dernier que j'ai eu le plaisir d'animer qui s'intitulait le concours de professeurs des écoles entre mythe et réalité et qui nous a permis de déconstruire des idées, des représentations qu'on peut avoir sur le fait de s'inscrire au CRPE, voire même sur le concours, sur le métier de professeur des écoles. Donc si ce live vous intéresse, n'hésitez pas à aller le regarder sur notre chaîne YouTube. Écoute, Calypso, si tu veux, je te laisse la parole et Calypso a un sondage, si tout fonctionne, à vous proposer. Bonsoir à toutes et à toutes, bonsoir Cassandre, j'espère que tu vas bien. Je me Très bien. présente du coup rapidement, je suis Calypso, je travaille avec Vocation CRPE depuis maintenant 1 an et demi et j'accompagne du coup les candidats et les candidates qui veulent passer le CRPE à choisir la formation idéale pour eux. Donc si vous avez besoin de rendez-vous sur votre situation pour comprendre le CRPE plus en profondeur pendant un rendez-vous individuel, je vais mettre des liens pendant le live et vous pourrez du coup venir venir me rencontrer pour avoir plus de détails sur votre situation. Donc voilà, je vous souhaite un très bon live à tous. Merci. Oui, c'est vrai que d'autant plus maintenant, avec le fait qu'il y ait deux concours différents, qu'on on propose pas mal de types de formations différentes, donc ça vaut le coup de rentrer en contact directement. Moi, je pourrais pas trop vous questionner, vous répondre là-dessus parce que je suis vraiment plus sur les cours, mais Calypso et toute l'équipe est capable, par contre, par rapport à moi, de répondre à vos questions précises sur les inscriptions. Alors, on va y aller sur le contenu. Donc, l'idée de ce live, l'objectif, c'est vraiment de vous inspirer. Je ne sais pas, justement, dites-moi un petit peu dans le chat, je regarde dans le chat, dites-nous si vous êtes en reconversion ou vous projetez, où est-ce que vous êtes, vous vous projetez, ou est-ce que vous avez déjà pris la décision, si oui, si vous avez pris la décision, sur quelle académie. Parfois, il y a des candidats qui sont déjà inscrits chez Vocation CRPE qui traînent dans les lives gratuits pour essayer d'accumuler encore plus d'informations. Ils ont bien raison. Donc, n'hésitez pas à le partager avec nous aussi. Donc, allez-y. Je laisse un petit silence pour lire vos réponses. Où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes inscrit? Enfin, est-ce que vous voulez vous inscrire? Est-ce que vous vous posez la question? Et surtout, est-ce que c'est vraiment dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou pas? Alors. Alors, nous avons donc Arthur, justement, qui est en reconversion professionnelle, qui souhaite passer le CRPE. Très bien. Camille, décision prise, donc reconversion tout en continuant à travailler en même temps que préparer le concours. Académie de Nantes. Je me projette. Alors, attendez. Je suis en reconversion et c'est mon choix. Je confirme de plus en plus. Je souhaite m'inscrire à l'Académie de Normandie pour Laura. Juliane, je me projette dans une reconversion cette année sur l'Académie de Rennes en parallèle de mon emploi actuel. Thomas, Académie de Lille, j'ai tenté le concours externe de 2025. Et Sabrina, réflexion autour d'une reconversion pro pour l'Académie de Versailles.
Virginie, je suis assistante maternelle, j'ai 42 ans, j'ai une licence de musicologie. Vous choisirez l'option art, j'imagine. J'ai passé le CAPES et l'année d'après CRPE, je n'ai pas eu à le repasser à cause de ma sœur, je suis dans l'académie de Rouen. Émilie, très envie de me lancer. Je ne suis pas encore lancée pour le coup, mais très envie. Réflexion en cours. Académie de Poitiers. Je suis EJE, alors c'est quoi déjà EJE? Dans la fonction publique, donc en reconversion, Académie de Toulouse, décision prise, bravo, et prépa en parallèle de mon travail. Donc l'idée, bah, justement, vous êtes certains d'entre vous à avoir pris votre... Ah oui, éducatrice de jeunes enfants, super Morgane. Comme ça, vous avez toutes les informations concernant le développement du jeune enfant et c'est très bien. Vous avez déjà une partie des connaissances. Déconstruire les peurs les plus fréquentes liées à ce changement de vie et offrir des repères concrets pour se projeter dans le métier d'enseignant. Donc peut-être que sur les slides, il n'y aura pas toutes les réponses, mais dans l'idée, hein, n'hésitez pas, si on reste dans l'objectif de ce live, à poser vos questions. Ok, alors on va avancer. Oui, il y a plein de... En effet, tu as raison, Calypso, il y a toutes sortes d'académies. D'ailleurs, c'est un conseil que je donnais la semaine dernière. N'hésitez pas à aller regarder les conseils du jury, les rapports de jury de toutes les académies, de votre académie en particulier. Vous tapez rapport de jury, concours CRPE. Alors, ceux de 2025, ils ne seront peut-être pas encore sortis, mais peut-être essayer, mais sinon 2024. Et en fait, chaque jury, à la fin de toutes les épreuves, se retourne vers tous les jurys écrits et oraux pour leur poser un certain nombre de questions qu'ils traduisent sous forme de rapport. Et ça vous donne des informations très précises sur ce qui a posé problème les dernières années, si vous les regardez sur plusieurs années, sur ce qui va pas sur votre académie et sur les attendus. Donc c'est très précieux, je trouve, d'aller. Pour moi, c'est presque la première étape, c'est d'aller regarder les recommandations des jurys. Alors, donc moi qui suis, bah, je me suis présentée. Alors c'est vrai que c'est pas l'idée de vous faire une publicité trop pour Vocation CRPE, même si je crois vraiment ce bel organisme de formation. Mais c'est vraiment un moment où on va se dire la vérité, les partages. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de se parler en toute franchise sur les difficultés que vous allez rencontrer si vous vous inscrivez et bien sûr les réussites et les saveurs positives que vous allez rencontrer également sur ce beau parcours. Donc voilà, on vous propose de répondre à un sondage. Quel est votre plus grand frein actuellement? Euh, et comme choix, donc le frein à vous inscrire ou le frein que vous vous étiez posé comme question avant de vous dire, allez, j'ai pris ma décision. Est-ce que ça va être l'affectation? J'ai peur d'être affecté n'importe où. Est-ce que c'est la difficulté liée au concours? Est-ce que c'est une question de financement? J'ai pas de sous. L'année prochaine, comment je vais faire? Peur de l'échec ou alors carrément un manque d'information. Voilà, n'hésitez pas à répondre au sondage qui est à votre disposition sur Zoom. Et bah voilà, on pourra le commenter en live un peu plus tard. Calypso, c'est ça? On aura accès après aux réponses. Et je ne sais pas si Oui, vous c'est ça, arrivez à le... Cassandre. Ouais, ok. Dès que tu me donnes le feu vert, je t'envoie les résultats pour que tu puisses Ok, justement conseiller. ok, j'ai compris comment ça marche. Merci. Pas de souci. Est-ce que de votre côté, vous voyez le sondage? Peut-être, est-ce que vous voyez le sondage de votre côté? On a déjà 9 personnes qui ont répondu au Ah, sondage bon, bah, sur très bien. 16, donc ça Bon, avance. bah, super. Ok, ok. Ah, Virginie n'a pas vu. Ok. Pendant que vous cherchez un petit peu, moi, je vais aussi un peu me présenter en termes de mon parcours. Avant d'être professeur des écoles, et c'est pour ça que je tiens à chaque fois à faire ce live moi-même, parce que j'ai fait une reconversion. Alors j'étais déjà dans la fonction publique, mais la fonction publique territoriale. J'étais dans les mairies et je travaillais dans un service de ressources humaines, dans un service de formation. Voilà, je m'occupais de la formation dans une mairie du Val-de-Marne. Et pour tout vous dire aussi, en fait,
Donc mes parents sont professeurs des écoles. Quand j'étais plus jeune, je voulais faire autre chose. Et puis il y a eu un moment où j'ai voulu être professeur des écoles, d'autant plus que j'étais animatrice. J'avais passé mon BAFA et que ça me plaisait bien, le rapport avec les enfants. Et donc, à la sortie de mes études, j'avais fait licence sciences de l'éducation. Non, euh, DUG et licence AES, non, licence maîtrise sciences de l'éducation, pardon. Et à l'époque, il fallait qu'une licence. Et j'ai passé le concours et je l'ai loupé. Donc, pourtant, j'étais à l'IUFM, ça s'appelait l'IUFM à l'époque, c'est les anciennes INSPE. En fait, je pense que je l'ai loupé parce que, et je l'ai loupé surtout à cause d'une note éliminatoire en maths, pour être tout à fait franche, mais surtout parce que j'étais hyper investie dans la préparation, mais plutôt d'un point de vue de comment je serais en tant que future enseignante. Et j'étais hyper investie, on avait des stages, j'apprenais à comment être une enseignante. Et j'avais pas trop compris qu'il s'agissait aussi d'un concours. Ça, je ne l'avais pas mesuré, mais j'étais jeune et finalement, je vais vous parler après de ma reconversion, mais finalement, j'étais pas trop prête, j'avais pas capté tout ce qu'il y avait derrière ce concours et notamment bah, le fait qu'il fallait vraiment travailler les notions, être au clair avec tout ça et que c'était un concours et qu'on était un peu les uns contre les autres. Et donc voilà, moi j'y suis allée un peu en me disant, bah, je sens bien que je vais faire une bonne enseignante parce que j'ai un bon contact avec les enfants, parce que j'ai plein d'idées pédagogiques, mais en fait ça ne suffisait pas et c'est encore le cas actuellement, évidemment, dans ce concours depuis toujours. C'est bien d'avoir une bonne vision du métier. Et d'ailleurs, c'est notre plus à vocation CRPE parce qu'on a des profs issus du terrain et on aura toujours des exemples concrets à vous donner qui vous serviront notamment dans les oraux. Mais évidemment, on a aussi des profs de collège, des profs de lycée qui vont vous donner la matière pour le français, pour les maths, pour vraiment vous préparer correctement dans les différents domaines. Ok, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est peut-être Calypso, si tu veux me montrer les résultats de quel est votre plus grand frein pour vous inscrire ou qui vous a questionné au maximum. Voilà, bah écoutez, le plus grand, c'est la peur de l'échec, le plus grand nombre de réponses, peur de l'échec. En deuxième position, c'est que c'est un concours difficile. Ensuite, un manque d'information. Et ensuite, le financement. OK. Donc, peur de l'échec, bah justement, on va en parler aujourd'hui. Donc, je ne vais pas plus m'avancer que ça, mais je comprends très bien. Le fait que ce soit un concours difficile, bah, ça peut faire l'objet de... Vous pouvez regarder d'autres vidéos où on vous décrit bien les épreuves, mais c'est sûr que c'est un concours difficile et qu'il faut s'y préparer. Je ne vais pas vous mentir, surtout dans certaines académies. Alors, pas parce que le concours il est différent, mais parce que dans certaines académies, il n'y a pas beaucoup de place et il y a beaucoup de personnes qui se présentent. Donc, c'est en ça que c'est difficile. Ce n'est pas nécessairement sur le concours en lui-même, parce que finalement, si on regarde vraiment bien, le niveau français et maths, c'est niveau fin de collège, début lycée. Donc, en bossant, franchement, c'est atteignable. OK? Moi, clairement, je l'avais raté la première fois parce que j'avais pas assez bossé. J'avais pas assez bossé les maths, j'avais pas fait assez d'exercices. Et chez Vocation CRPE, on va pas vous lâcher parce qu'on vous fait faire des exercices. Le manque d'informations, bah, écoutez, n'hésitez pas à dire dans le chat peut-être quel type d'information, parce que peut-être que Calypso pourra vous dire de la contacter en direct. Qu'est-ce qui vous manque exactement comme information? Ça m'intéresserait de le savoir. Si vous pouvez un petit peu poser la question dans les chats et définir un petit peu plus ce que vous entendez par manque d'information, ça sera intéressant. Voilà, alors on va avancer un petit peu pour essayer de déblayer tout ça. Ok, donc à moi, mon déclic, mon cheminement, parce que l'idée c'est de partager une expérience et n'hésitez pas à me partager la vôtre également. Finalement, donc ce que je vous disais, c'était mon parcours initial, hein, voilà, le point de départ, j'ai voulu passer le concours et je l'ai loupé. Donc, bah, ça a été un gros échec pour moi. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que vous l'aviez, je crois que c'est un monsieur qui a dit qu'il l'avait loupé cette année. Pour moi, quand je suis sortie de la fac et que je l'ai loupé, ça a été une grande claque. C'était la première fois que je loupais quelque chose dans ma vie, en vrai, parce que j'étais plutôt bonne élève. Et, euh, et ce que je disais la semaine dernière au dernier live, c'est que je crois que quand on est issu d'un parcours un peu difficile dans l'école, si on a redoublé,
Si on a des difficultés en français ou en maths, bah, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de l'échec. Ça va vous demander, certes, peut-être, enfin, c'est sûr, un peu plus de travail que quelqu'un qui aurait des facilités. Mais je pense vraiment, c'est ce que j'ai vu sur le terrain, que les personnes qui ont qui ont eu des difficultés dans leur parcours scolaire et qui ont réussi à devenir professeurs des écoles, bah, finalement, derrière, ce sont des super enseignants parce qu'ils savent ce que c'est que d'avoir été un élève en difficulté. Vraiment. Donc, ne lâchez pas si vous pensez que vous ne le méritez pas, parce que vraiment, ça, c'est pas vrai. On peut, à force de travail, réussir les épreuves du concours. Vraiment. Et donc, il y a eu un moment où j'ai passé 7 ans dans la fonction publique territoriale et finalement, je me rends compte que ce métier, bah, j'avais encore envie de le faire. J'avais eu mon premier enfant qui avait 4 ans et j'étais enceinte du deuxième et je me suis dit, non, là, j'ai envie d'un métier qui a du sens. J'étais dans les bureaux, c'était un chouette boulot, hein, mais en fait, c'est ça. J'avais envie d'un métier qui a du sens. J'avais envie de me lever le matin et de savoir vraiment pourquoi j'allais au travail. Et clairement, quand on devient professeur des écoles, et maintenant je suis devenue formatrice de formatrice, et pourtant, même si je suis plus en contact direct avec les enfants, quand on fait ce métier, même quand on est inspecteur, on en parlera tout à l'heure, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on travaille. Et il n'y a pas beaucoup de métiers où c'est comme ça. Dans le social, c'est comme ça. Éducatrice de jeunes enfants, c'est comme ça. Mais vous voyez, par exemple, je pense que par rapport aux métiers, les premiers métiers comme dans le monde de l'éducation, comme animatrice, moi j'ai été animatrice, éducateur jeunes enfants, etc. Ça, c'est un métier quand même au niveau physique qui peut être quand même fatigant parce qu'on est avec des tout petits, on doit les lever, etc., etc. Tout comme ATSEM par exemple. Professeur des écoles, il y a un peu moins ça et on est vraiment quand même plus dans le côté intellectuel de la chose, c'est-à-dire, oh, c'est physique, hein, c'est hyper physique d'être professeur des écoles, mais on n'est pas en train de changer les enfants, tout ce côté physique où il faut les mettre sur la table à langer, etc., etc. Voilà, on est vraiment plus dans la préparation de classe et on participe au bien-être des élèves. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment magnifique. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon déclic. N'hésitez pas, là, moi, j'aurais plaisir à vous lire et à partager dans le chat bah, qu'est-ce qui fait que vous avez envie ou que vous avez eu envie de vous reconvertir. Allez-y, je veux bien vous lire et je vais avancer dans mes slides et quand je verrai des réponses, bah, je les partagerai pour vous. Les idées reçues, il y en a beaucoup, hein, et les peurs les plus fréquentes, on parlait des peurs. Alors, j'en ai pas vu dans le chat, mais ce que je vois, c'est souvent je suis trop vieille, je suis trop vieux. Ouais, j'ai pas le niveau. Et si je réussis pas, qu'est-ce qui se passe? L'école, c'est plus ce que c'était. Professeur des écoles, c'est plus ce que c'était. Et puis cette histoire d'affectation, j'ai peur d'être n'importe où, j'ai peur d'être loin de chez moi, surtout pour la province. Donc si j'ai quelque chose à répondre à ça, c'est que bah moi je pense quand même que la maturité, c'est une vraie force. Je pense que j'aurais été professeur des écoles quand je suis sortie de la fac, ça n'aurait pas été pareil que quand je l'ai été, que j'avais plutôt dans autour de la trentaine, quoi. Franchement, j'avais une autre maturité et notamment, j'en parlais au dernier live. Alors, pour ce qui est du concours professeur des écoles, mais même dans les relations que vous aurez à l'institution, comme on a déjà eu d'autres métiers avant, on est un professionnel. On n'est pas un étudiant quand on est en reconversion. On n'est pas un étudiant qui arrive à son premier travail et qui essaye comment dire, quand on est encore un étudiant, on sèche les cours, on n'a pas trop envie d'y aller. Là, voilà, c'est autre chose, quoi. On a déjà eu une vie professionnelle, on sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on a quitté et on sait pourquoi on est là. Et donc, quand on a des relations avec un directeur d'école, avec les parents d'élèves, avec le jury au concours de professeurs des écoles, bah, je me rends compte qu'on est en relation plus de pair, P-A-I-R, P-A-I-R-S. C'est-à-dire c'est pas qu'on a moins peur, mais on est dans une relation professionnelle. On n'est pas dans un sentiment d'infériorité. En tout cas, je vous invite à intégrer ça dans votre tête, à vous imaginer si vous avez eu un métier où vous avez des fois eu des entretiens d'embauche ou des entretiens des fins d'année,
vous savez, les entretiens qu'on fait à la fin d'une année avec son chef de bureau, son chef de service, bref. Mettez-vous dans cette situation-là. Vous étiez un peu d'égal à égal avec votre chef. Vous discutiez de comment ça s'est passé l'année, comment vous êtes senti. Lui, il vous a fait un retour sur vos objectifs. Il faut que vous ayez la même posture avec le jury ou avec vos futurs collègues. N'y allez pas comme si vous étiez leur inférieur. Euh, En termes de niveau, vraiment, c'est clair qu'on progresse quand on a la trentaine ou plus. Bah, écoutez, on sait aussi pourquoi on vient passer le concours de professeur des écoles. Donc, en termes de motivation, bah, on n'a pas envie de se bâcher. Donc, on va peut-être voilà, travailler avec plus d'intensité. On parlera tout à l'heure de la motivation. Si je réussis pas, bah, peut-être n'hésitez pas à nous écrire. Il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait loupé le concours cette année. N'hésitez pas à partager ce que vous avez ressenti et pourquoi vous y êtes encore là. Si vous êtes sur ce live, c'est que vous avez encore envie. Euh, et donc, bah voilà, c'est pas grave, c'est un chemin, c'est pas un sprint. Moi, quand j'ai raté la première fois le concours de professeur des écoles, bah, ça a été difficile, ça a été une claque, mais c'est bien des fois d'avoir des claques. Je me dis qu'on apprend plus avec des échecs qu'avec une accumulation de réussites. Donc, bah, c'est bien de rencontrer un peu des difficultés sur notre terrain. Ça permet de savoir si on a encore vraiment envie d'être là, si on n'a pas envie de lâcher, et finalement, si on a encore envie d'y aller malgré cette peur d'échouer, malgré ce petit traumatisme, parce que c'est vrai que c'est un traumatisme à un moment bah, de louper, que ce soit aux écrits ou aux oraux, bah, c'est qu'on mérite vraiment d'être là et qu'on a toute notre place finalement. Euh, donc l'école, c'est plus ce que c'était. Bah, justement, on a besoin de profils comme les vôtres. Je crois que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, sur une hétérogénéité de professeurs des écoles, avec pas que des profs des écoles qui ont été des super bons élèves, des professeurs des écoles qui viennent de parcours différents, qui ont peut-être été à un moment en difficulté à l'école, des professeurs des écoles qui savent ce que c'est qu'élever des enfants. Moi, le nombre de discussions que j'ai eues avec des professeurs des écoles qui n'avaient pas d'enfants, et qui, du coup, ne comprenaient pas pourquoi les devoirs n'étaient pas faits, qui ne comprenaient pas pourquoi, par exemple, les mots n'étaient pas signés, la trousse n'était pas remplie de tout ce qu'il fallait. Moi, je savais ce que c'était parce que j'étais une maman et que le soir, c'est un sprint et qu'on peut oublier de regarder dans le cahier de correspondance s'il y avait un mot à signer, qu'on peut oublier de voir si dans la trousse, il y a bien encore la gomme et le crayon. Et ben, tout ça, ça m'a rendu beaucoup plus flexible. Et j'ai toujours eu un très bon contact avec les parents parce que moi-même, j'étais parent et je sais ce que c'est que d'être de l'autre côté. Voilà, donc c'est un plus aussi. Enfin, j'ai plein d'autres raisons, hein. Et puis l'affectation, c'est sûr que c'est un point d'attention, mais on apprend à gérer ça. Mais c'est sûr que bah là, il n'y a pas de baguette magique, c'est vraiment un point d'attention à avoir. Après, c'est pas comme le fait de passer le CAPES, quelqu'un en parlait tout à l'heure, quand on devient prof, bah, on peut vraiment être affecté très très loin. Alors que quand même, professeur des écoles, c'est pas aussi loin. Je crois que le CAPES, c'est national, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors Thomas gentiment partage avec nous, donc je vais lire un petit peu, je vais faire une petite pause. Je vais boire juste un petit coup. Thomas nous dit, j'étais informaticien, data analyst, et je ne trouvais plus de sens à mon métier. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert. Enseigner a été quelque chose que j'ai beaucoup apprécié au cours de mes études. Ah bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, et je pense que le fait que que vous ayez été informaticien, ça va grandement vous aider quand vous serez professeur des écoles, Thomas, parce que vraiment, je vois que souvent, il y a tellement de choses à faire pour nous aider quand on est prof des écoles. Il y a plein d'enseignants qui ne sont pas à l'aise avec l'outil numérique. Quand on l'est, c'est vraiment un plus dans le fait de l'utiliser soi-même pour préparer ses cours, mais pas que, en classe. Avec les élèves, il y a plein de choses déjà dans les programmes en lien avec l'enseignement du numérique. Mais également, il y a des outils qui sont à disposition dans les circonscriptions pour faire des projets numériques. Euh, vous pourrez peut-être évoluer si vous êtes professeur des écoles dans votre carrière en devenant un enseignant référent du numérique. Donc voilà, c'est vraiment un plus. Donc super. Virginie, j'ai été animatrice aussi pendant les vacances, pendant mes études.
J'ai été intervenante en musique, en informatique dans les écoles. C'est super parce que vous savez que quand vous passez le concours de professeur des écoles, il y a une partie motivation qu'on vous demande de remplir et d'évoquer à l'oral dans un des oraux. Donc, vous voyez, tout ça, ça vous y prépare. Vous avez donc beaucoup plus de matière que quelqu'un qui sort des études. J'ai passé le CAP petite enfance pour devenir ATSEM. J'ai été attirée par les petits et donc devenue assistante maternelle. Elle a 13 ans aujourd'hui. Bah, du coup, maintenant, vous vous dites, voilà, vous travaillez avec elle, elle est au collège. Ça vous a donné envie de retourner à vos études. Hop, et j'ai loupé ce que vous disiez. C'est donc une continuité. J'ai pu faire des formations sur la langue des signes. Je m'occupe d'un enfant autiste. Bref, en fait, vous vous posez plein de questions. Vous êtes tout le temps en train d'apprendre et ça ne s'arrête pas. Et c'est magnifique. Et ça va être un beau parcours à partager avec les membres du jury. Voilà, Calypso nous rappelle que le CAPES est national. Camille, j'ai été assistante de direction pendant 12 ans, responsable commercial pendant 3 ans. Donc là, super, responsable commercial, ça vous donne vraiment, j'imagine, cette capacité à travailler en projet. Donc ça, c'est une vraie compétence dont vous allez pouvoir vraiment que vous allez pouvoir utiliser. Moi, j'ai croisé beaucoup de jeunes professeurs des écoles, ils insistent sur le mot jeune parce que débutants, juste en sortant des études, donc ils sont jeunes, et donc qui ont du mal dans ce métier à gérer plusieurs choses à la fois. Et clairement, contrairement à prof de collège-lycée où on est sur une matière, là, on a toutes les matières à voir dans la semaine pratiquement. On doit travailler en projet avec les enfants, essayer d'avoir des projets qui leur donnent des envies. Et finalement, quand on a eu un métier avant où on a travaillé par bloc, où on avait pas mal de choses à gérer par rapport à des clients, des choses en même temps, les assistantes à contacter, le mail à envoyer, bref, la grosse charge mentale à gérer. Je vois bien parce que mon mari, il est commercial, donc je vois ce que c'est. Et bah, ça, c'est un plus quand on est professeur des écoles parce qu'on travaille vraiment avec plein de choses à faire en même temps. Et quand on a ça, cette capacité, cette force de frappe, bah, c'est un vrai plus. Ok, bah super, je vous lis. Je travaille, Émilie, dans l'agroalimentaire en qualité depuis 12 ans. Je ne trouve plus d'intérêt à ce que je fais. J'aime les projets et la création. Je souhaite donner du sens à ce que je fais. J'ai 3 enfants. Ok. Et bah super. Bac+2 en comptabilité et gestion PME, puis je fais un service civique en école maternelle, super, très bien, et formation EJE. Actuellement, je ne me retrouve plus en crèche avec les conditions de travail. Alors attention, Morgane, les conditions de travail de professeur des écoles, c'est pas la folie non plus, c'est quand même un métier, faut y aller, voilà, avec cette envie-là. Euh, mais peut-être que le plus, alors je connais pas le métier d'éducateur de jeunes enfants. Mais peut-être qu'une différence, ça serait qu'il y a un peu plus ce côté adulte du travail en équipe. Alors que vous allez avoir du mal à trouver au tout début. Les 2 premières années à peu près, vous êtes tellement à fond dans ce que vous faites que vous avez eu du mal à trouver du temps à discuter avec les collègues, etc. Mais il y a quand même régulièrement des réunions, des conseils des maîtres, des conseils de cycle, etc. Donc finalement, vous n'êtes vraiment pas tout seul. Et si vous vous sentez seul, il faut vraiment aller vers l'équipe. Et donc, on est là à plusieurs, on réfléchit. On va trouver peut-être une collègue. Moi, j'avais une collègue qui est devenue ma meilleure amie, où on faisait tout le temps la même chose et on se répartissait les matières pendant les vacances. Toi, tu prépares l'histoire, moi, je prépare la géo. Pouf, on se passait les choses. Enfin, voilà, il y a ce côté-là vraiment d'entraide et de travail entre adultes que peut-être on trouve un peu moins dans les métiers de la jeune enfance et donner du sens en effet. Dans ce que je lis, je vois de temps en temps que vous parlez de vos enfants. Petit bémol, attention, euh, ne parlez pas trop de ça, c'est pas un super argument. J'ai des enfants, donc du coup, ça m'a donné envie parce que je dis ça parce que euh, dans la tête du jury, ça pourrait vouloir dire, bon, elle croit que faire les devoirs à son enfant, c'est la même chose que être professeur des écoles. Je sais que c'est pas ça dans votre tête, hein, mais je dis juste que des fois, il y a des jurys qui sont pas super cool et qui peuvent imaginer ça. Donc, ne parlez, quand vous devrez parler de vos motivations, essayez de transformer ça sur un autre angle. Voilà. En tout cas, oui, cette idée de, voilà, vous avez dû l'aider et ça vous a permis de vous plonger et que vous avez eu envie
de vous remettre dans les études, etc. Là, c'est autre chose que j'aide mon enfant à faire ses devoirs. Du coup, je me rends compte que je suis capable d'être professeur des écoles. Parce que faire les devoirs à un enfant, c'est quand même pas pareil que de faire la classe. N'hésitez pas à continuer à écrire des choses, hein, je vous lis avec plaisir. Concrètement à moi, ce que ça m'a apporté, cette reconversion, bah, sur le plan personnel, c'est un vrai épanouissement, la confiance en moi et d'avoir donné du sens. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce métier aussi sur le plan professionnel, bon, ça m'a donné vraiment un développement de mes compétences, c'est clair. Cette capacité à travailler en projet, j'ai beaucoup aimé cette idée d'être maître de ce que je faisais. Ce qui commençait à me fatiguer un peu dans la fonction publique territoriale, c'est la hiérarchie. J'avais voilà bah, mon chef au-dessus, le chef de mon chef, l'élu, voilà parce que j'étais dans les mairies. Et pour prendre une décision avant de faire quelque chose, il fallait que tout ce petit monde-là donne son accord. Bah, quand on est professeur des écoles, à partir du moment où on respecte les programmes, où on est en accord avec les décisions d'équipe, parce que ça c'est super important. Il ne faut pas se dire, ah ben moi je vais prendre cette méthode de maths alors que tous les autres font une autre méthode. Oui, vous pouvez le faire potentiellement, mais franchement ça donne une mauvaise image et de vous, et de l'école et de l'équipe. Donc il vaut mieux vraiment, surtout au début, faire un peu tout ce que font vos collègues. Mais en tout cas, il y a cette liberté qu'on a dans notre classe de, bah, vous voyez, je lis, moi je suis je fais de la musicologie, et bah, clairement, vous pourrez tout à fait proposer pendant une période un projet autour de la musique en lien avec la littérature et peut-être même avec les maths, l'histoire, et là vous faire plaisir. Et c'est vous qui allez, il y a une part de création. Et je ne parle pas de création artistique parce que franchement, moi, j'ai jamais été très douée de mes mains. Je suis pas très forte, voilà, je dessine très mal, j'ai pas confiance en moi là-dessus. Je parle vraiment en termes de, voilà, par contre, j'ai 50 idées à la minute et c'est vraiment un métier de créativité en termes d'idées à la minute. Voilà, il faut juste canaliser tout ça et que ça s'inscrive dans les programmes. Et ça s'apprend. Et donc, dans vos compétences à tous de gestion de projet, bah, quand je suis aux vacances de la Toussaint, bah, je prépare ma période jusqu'à Noël. Semaine par semaine, je m'organise. Et ce fameux projet de musique, bah, je vais le décliner correctement en mettant les compétences que je vais sortir des programmes, parce que je ne fais pas ça juste pour me faire plaisir. Mais bien sûr, ça s'inscrit dans les programmes, etc. Bien sûr que Thomas, ça va être en replay. Ils sont tous en replay sur la chaîne YouTube. Calypso pourra tout à fait le confirmer, mais bien évidemment, Thomas. Et bah, sur le plan social, bah, je vous le disais, ma meilleure amie actuelle, bah, c'est une enseignante qui avait plus d'ancienneté que moi, qui m'a prise sous son aile. Et ensuite, on est devenus super amies dans le travail. Maintenant, je suis plus dans cette école-là. Elle y est toujours. Elle est devenue professeure, elle est devenue directrice et formatrice et elle continue à s'éclater sur le terrain. Donc voilà, en plus, on se fait des amis sur le plan social. Je vais reboire une petite gorgée. Généralité sur ce qui nous motive. Donc ça, j'aimerais vraiment, c'est un partage un petit peu théorique, mais je parle toujours de ces idées de motivation parce que c'est vraiment des éléments que vous pouvez noter, qui pourraient tout à fait vous servir dans les échanges avec le jury à l'oral, parce que ça parle de la motivation des élèves et sur le fait que bah, on doit proposer des cours qui engagent les enfants pour stabiliser, susciter leur motivation. Ah, Morgane nous dit, c'est le sentiment que j'ai actuellement au sein de la structure d'être bloqué par la hiérarchie. Alors, par contre, Thomas, Morgane, pardon, vous allez vous retrouver dans la fonction publique, une fois que vous serez professeur des écoles, avec voilà, cette grande machine. Il y a un ancien ministre qui avait appelé ça un mammouth, et ça, c'est vrai. Mais je vous invite vraiment, quand vous serez professeur des écoles, à prendre un peu de recul avec tout ça et s'il y a des collègues qui râlent, qui machin, essayez de, voilà, vous continuez à parler à ces gens, mais mettez-vous un peu de côté. Essayez de vous focaliser sur il faut toujours se focaliser. Moi, je suis un petit peu comme ça, donc je mets une petite graine dans votre tête
Essayez de regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. On va pas la changer, l'éducation nationale, mais ça n'en fait pas moins un super métier dans lequel on peut vraiment s'éclater, où on a des moments vraiment down et où on n'est pas content, et il y a telle réforme et ça nous plaît pas. Mais quand même, fondamentalement, quand on va en classe, eh ben, on se retrouve quand même avec des super élèves et avec des élèves, des fois qui nous posent des difficultés, c'est difficile. Il y a les élèves en situation de handicap, on a l'impression qu'on n'arrive pas à les aider, mais pourtant on y arrive et on est là pour quelque chose. Donc voilà, et ça, justement, ce fameux concept de motivation, il correspond aux forces internes et externes qui va faire que la motivation, elle se déclenche ou pas, elle se dirige vers la bonne direction. Est-ce qu'elle va vers le... Vous voyez, par exemple, quand je vous disais, on peut être énervé à cause de quelque chose dans le métier de professeur des écoles, et du coup, notre motivation, on va la mettre à discuter avec les collègues et se plaindre, etc. Bah là, quelque part, on n'aura pas dirigé notre motivation vers le bon truc. Alors que finalement, la motivation, elle doit être plutôt vers le fait de rester focus sur, bah, je lâche pas, quoi, je reste motivée et j'essaye de faire en sorte de faire mon métier le mieux possible, même si je trouve que j'ai pas assez de moyens, par exemple. L'intensité, ça a resté motivé, parce que c'est ça qui est difficile finalement, dans n'importe quel métier, dans le fait de passer le concours de professeur des écoles pendant un an, de réviser, en gardant la bonne direction et la même intensité, c'est difficile. Et la persistance du comportement de l'élève, ça c'est vraiment c'est ce qui va. Parce que ce que je vous disais là, hein, cette slide, elle parle des élèves, mais elle parle des adultes aussi, hein, sur le fait que ça persiste, qu'on puisse le voir de manière vraiment régulière, cette motivation en permanence. Donc c'est ça, voilà la motivation. La motivation, c'est ce sentiment qui se déclenche, qui reste dirigé vers la même avec une même intensité et qui persiste. Donc ça, comment ça fonctionne? Comment on reste avec tous ces éléments-là, ces critères-là? Eh bien, avec cette perception de compétence. C'est pour ça que je vous disais que pour vous-même, il faut vraiment prendre une feuille et poser, ou un tableau blanc, poser pourquoi vous faites ça. Là, vous avez commencé à le faire aujourd'hui. Bah, n'hésitez pas à le noter, vraiment, à passer un temps, une bonne heure, à vous noter pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez envie d'être professeur des écoles, cette perception de votre valeur, en quoi vous ferez un bon enseignant, les compétences, qu'est-ce qui ferait de vous un bon enseignant, le fait que euh, vous, vous allez vous rendre compte, alors là plutôt dans le fait de passer le concours, que vous allez contrôler, c'est-à-dire bien vous organiser. C'est vrai que si vous ne vous organisez pas dans vos révisions, ou quand vous serez professeur des écoles, si vous ne vous organisez pas à chaque vacances dans le fait de préparer votre période à venir, vous allez à un moment perdre pied. Donc c'est vrai que pour ça, vocation, ça aide parce que bah, on vous organise un peu tout. On vous dit quoi, quand, comment réviser. Mais voilà, ça c'est vraiment important pour que votre motivation, elle persiste. C'est que vous vous posiez et que vous vous rassuriez sur sur votre compétence, votre sentiment de valeur et votre façon de contrôler les choses. Et tout ça, ça marche pour les enfants également. C'est pour ça qu'on parle des compétences des élèves et que le vert, le jaune et le rouge, on l'oublie, que les notes, on les oublie, que le petit bonhomme qui fait comme ça ou qui fait comme ça sur un cahier, ben, on les oublie et qu'on leur parle plutôt de ce qu'ils ont réussi et ce qu'il leur reste à faire pour progresser. Voilà, pour qu'ils continuent à avoir un sentiment de compétence et qu'ils voient qu'ils progressent et pas le nombre de fautes, mais plutôt le nombre de points réussis dans une copie, dans un cahier. Et le fait qu'il ait le sentiment de compter, d'être là pour quelque chose et de progresser, d'avoir de la valeur. Et ce sentiment de contrôlabilité, ça c'est dans l'idée d'essayer de trouver, mais ça va être un peu dur pour vous quand vous allez être professeur des écoles en début de carrière, mais c'est important de donner aux élèves des moyens d'avoir du choix dans ce qu'il fait, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle parfois de classe flexible, notamment, et ça marche vraiment bien dans cette notion de contrôlabilité. C'est-à-dire, voilà, on est en mathématiques, j'ai le choix entre reprendre tel exercice parce que je sais que j'avais eu des difficultés, ou alors faire un autre, ou alors, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la classe flexible.
laissez ça de côté, mettez ça dans un petit coin de votre tête, c'est pas pour tout de suite, mais sachez-le, pour devenir un super enseignant, c'est dans l'idée petit à petit de donner du choix aux élèves dans leur parcours d'apprentissage. Différentes théories, et on ne va pas rester trop longtemps là-dessus, mais c'est cette idée, mais ça quand même, ça compte. Cette motivation, elle est de deux ordres. La motivation intrinsèque, c'est celle qui vient de l'intérieur de nous, et la motivation extrinsèque. Donc les notes, les bons points, finalement, c'est des motivations extrinsèques. C'est-à-dire que c'est l'autre qui vous dit et qui vous félicite sur votre travail. C'est bien, mais ce n'est pas nécessairement ce qui va faire durer, quand je vous disais cette idée de faire durer la motivation sur le long terme. Le mieux, la motivation qui fonctionne le mieux, c'est vraiment la motivation intrinsèque. Et c'est là où je vous invite à creuser vos choix, pourquoi vous êtes là. Euh, et vous voyez là, Calypso, elle vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous. Ça peut vous permettre justement de discuter de tout ça. C'est vrai que quand vous passez un coup de fil chez Vocation, on ne va pas vous prendre en 3 secondes, hein. Je ne vais pas dire qu'on va vous faire une thérapie, mais on va vraiment vous aider à creuser les questions que vous vous posez et ça va vous permettre de faire le point un peu sur votre motivation intrinsèque à être ici. Mais vraiment, si vous avez du temps là à la fin de ce cours, enfin, c'est pas vraiment un cours de cette vidéo, je vous invite à prendre une demi-heure de plus pour poser vos motivations noir sur blanc. Faites une belle carte mentale et envoyez-la nous. Ce serait super. Vous pouvez la mettre sous la vidéo. Ce serait vraiment génial. Ok. Alors maintenant, un petit apport, mais j'aimerais avoir d'abord vos représentations. Parce que, pourquoi je vous fais vous poser cette question-là, ce qui est très important, ça c'est le petit côté négatif de j'arrive et je suis en reconversion. Pour l'instant, je vous l'ai vendu en vous disant à quel point c'était génial. Mais ce qui pourrait être pas terrible quand on est en reconversion, c'est qu'on vienne avec des images erronées de ce métier qui viennent justement de ce que vous avez vu par rapport à vos propres enfants ou de vos souvenirs à l'école ou de vos idées peut-être un peu politiques, etc. Il va falloir absolument déblayer tout ça et être un peu au clair là-dessus. Donc pour vous, qu'est-ce qu'on attend, selon vous, d'un enseignant du 21e siècle par rapport à avant? Allez-y, donnez des qualités, donnez des mots-clés comme ça qui vous viennent quand je vous pose cette question. Qu'est-ce qu'on attend d'un enseignant du 21e siècle? Ah ouais, 10 et 30 minutes quand même, hein, les rendez-vous, Calypso. C'est comme je vous disais, la 30 minutes, là, on est presque dans la thérapie, dans le coaching plutôt, allez. Alors, au plaisir de vous lire, allez-y, il n'y a pas de fausse. Vous voyez, là, on est en sentiment de valeur, il n'y a jamais d'erreur dans ce qu'on met. Qu'on s'adapte aux élèves, Camille. Oui, Calypso, vous prenez le temps d'aider et de comprendre les situations, c'est important. Sabrina, la réussite de l'élève, quelles que soient ses compétences. Oui, mais pour vous, en tant que qualité de professeur des écoles. Donc, du coup, vous savez quoi, Sabrina et Camille, pour moi, vos deux éléments se répondent. Oui, il faut s'adapter aux élèves pour les faire réussir tous, quelles que soient leurs compétences. Avoir de la bienveillance, du partage, être capable de partager, de personnaliser. Bon, ça va être un peu difficile au début, hein, mais en tout cas, il faut tendre vers ça, c'est sûr. Morgane, être disponible pour les enfants, les parents, être bienveillant, un accompagnement individuel et collectif. Tout à fait. Virginie, l'accompagnement, l'écoute, donner envie d'apprendre. Arthur, l'écoute, que ce soit auprès des élèves ou des parents ou des collègues. Super, bah, merci pour toutes vos réponses. Bah, je vais vous donner un petit peu des éléments un petit peu que moi je pourrais utiliser pour répondre à ça. Bah, c'est un enseignant, c'est un professionnel qui est autour de 5 dimensions. Un professionnel acteur du service public de l'éducation.
Donc ça, c'est la première chose qu'il va falloir apprendre et réviser, c'est que vous allez appartenir à un service public et qu'il faut le connaître, ce service public, et l'accepter et que ça vous demande des droits et des devoirs. Ça, c'est la première chose, indépendamment de cuicui, les petits oiseaux, les enfants, les élèves, j'ai envie de les... Voilà, c'est le côté un petit peu... ça, pour le coup, c'est le 21e siècle, mais c'est un peu depuis toujours. Par contre, oui, être un pédagogue et un éducateur au service de la réussite de tous les élèves. Et oui, c'est ça. Moi, parfois, je vois un peu trop d'enseignants qui se plaignent de leurs élèves en difficulté. Franchement, si on se lève le matin, c'est justement pour les 3, les 5, les 8 qui sont en difficulté dans notre classe. Parce que fondamentalement, ceux qui sont doués, ceux qui sont bons, ceux qui ont des parents qui ont des facilités à la maison, ben, ils n'ont pas besoin de nous. N'importe quel remplaçant qui passerait et qui ferait classe, ben, ils y arriveraient tout pareil toute l'année. Par contre, faire réussir les élèves en difficulté, là, c'est un autre challenge. Donc oui, en effet. Un professeur acteur de la communauté éducative. Donc ça, c'est vraiment, et vous l'avez dit, et c'est super, c'est que oui, il faut être là aussi en lien avec les parents. Les parents ne sont pas des ennemis. J'ai vu beaucoup aussi d'enseignants qui s'inquiétaient dans le fait de recevoir les parents, que ce soit en individuel ou encore plus en collectif. Donc ça, quand on a fait des réunions, quand on a pris la parole en public dans ses précédents métiers, bah, c'est un vrai plus. Ou quand on a fait un diaporama, un PowerPoint, bah, c'est génial parce que les professeurs des écoles, souvent, bah, ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Et pour eux, la réunion de rentrée, recevoir les parents, faire des réunions, utiliser un diaporama, bah, ils n'osent pas, ils ne savent pas. Ils vont pas avoir l'idée de contacter la mairie. C'est pour ça qu'on parle de la communauté éducative ou des associations. Donc, vous voyez, quand vous venez de éducateurs de jeunes enfants, l'animation, eh bien, vous allez avoir peut-être des idées diverses et variées pour être vraiment comprendre que vous n'êtes pas tout seul là pour la réussite des élèves, mais qu'il y a tout un tas d'autres gens autour de vous pour faire réussir les élèves. Un professionnel expert des apprentissages, donc ça, là, il n'y a pas de doute et il n'y a pas de changement, et un professeur porteur de savoir et d'une culture commune. C'est la raison pour laquelle vraiment on insiste sur les fondamentaux. Donner des armes, des connaissances et l'insertion dans son environnement. Oui, c'est superbe, Sabrina, merci. Et après, ça c'est important de le savoir, ça, si ça peut vous inciter un peu à venir, professeur des écoles, c'est pas une prison. Vraiment, il y a des possibilités d'évolution, on peut changer de niveau. Moi, je suis restée 17 ans professeur des écoles, changer tous les 2, 3 ans de niveau et c'était un vrai plus. Et même changer d'école, c'est génial parce que, bah, et je le conseille, on voit souvent des enseignants qui bougent pas trop, ni de niveau. Remarquez, pourquoi pas? Il y a des enseignants qui s'éclatent et qui continuent à faire des choses nouvelles tout le temps, chaque année. Moi, ce dont je parle, c'est quand on est un enseignant qui faisons la même chose chaque année avec ses élèves. Pour les élèves, c'est quand même pas... Les élèves, ils évoluent, donc c'est important de faire évoluer les programmes, les projets qu'on propose. Il y a des perspectives au sein même de l'éducation nationale, hein, j'en parlais tout à l'heure, enseignants référents au numérique, professeurs des écoles maîtres spécialisées. Enfin, il y a plein de métiers divers et variés. Et puis aussi, on peut changer de métier et pourquoi pas faire un détachement. C'est un peu plus compliqué, mais c'est possible de quitter l'éducation nationale pour aller dans une autre fonction publique, dans un autre ministère, ministère des Sports, ministère des Armées, ministère de tout. Je voulais partager avec vous des témoignages également. Donc ça, c'est un témoignage d'une ancienne candidate de vocation CRPE. Dans ma promo, on est environ la moitié en reconversion. Alors je pense que peut-être que Calypso pourra mieux le dire que moi, mais vraiment, on a un gros pourcentage de candidats en reconversion professionnelle. Donc vous allez automatiquement quand même vous retrouver avec voilà, un langage commun entre vous. Ça a été une année de stimulation intense après 15 ans où l'on n'avait plus vraiment le temps de se consacrer à un apprentissage. On réapprend plein de choses. Moi qui ai toujours été une littéraire, je me suis passionnée pour les maths. On remet ses neurones en marche. Donc, vous voyez, ça, je trouve que ça va bien en lien avec tout ce que vous nous avez mis dans le chat sur vos motivations à vous remettre le nez dans les études.
Et en tout cas, l'effet promo, ça fonctionne. Il y a un groupe WhatsApp sur lequel vous allez pouvoir interagir. Et au-delà du groupe WhatsApp d'ailleurs, moi je le conseille toujours si vous êtes chez Vocation CRPE, pardon, parce que je parle de ça. Euh, Moi je vous invite aussi à faire des petits groupes. C'est-à-dire une fois que vous avez vu, il y a peut-être des personnes qui vont être dans le même département ou la même académie que vous pouvez vous échanger vos numéros et vous retrouver sur des groupes un peu plus petits parce que c'est vrai que voilà, les promos de chez Vocation, elles sont quand même grosses, grandes, et enfin grandes, moins que certaines autres petits organismes de formation, mais quand même. Voilà, 80-90%, vous voyez? Et puis, bah oui, on a un peu le temps. Je vais vous présenter une petite vidéo que j'ai trouvée sur le site de l'Éducation nationale, devenirenseignant.gouv, qui doit être voilà, un de vos, qui doit être dans vos moteurs de recherche. Et je la mettrai peut-être pas en entier, mais c'est quelqu'un qui témoigne de sa reconversion. Puis c'est un homme, ça change un peu. Vous me dites si vous entendez le son. Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 38 ans. Je suis originaire de Rouen où j'ai fait des études en sciences de l'environnement. Après, j'ai travaillé en bureau d'études en hydraulique pendant 10 ans. Et c'était un métier très intéressant. Mais j'ai dû suivre ma compagne donc, à Grenoble. Et j'ai continué en tant qu'ingénieur en hydraulique pendant un an à Échirolles. Et j'ai souhaité faire un bilan de compétences pour voir si je pouvais essayer de donner un autre sens à ma vie. Et en tant que professionnel, le métier de l'enseignement me passionnait déjà depuis longtemps. Et j'ai eu l'occasion de faire un bilan de compétences et d'être suppléant, donc en école privée, pendant un an et demi. Et j'ai passé mon concours en avril dernier, et donc je l'ai eu et je suis affecté à Saint-Martin-d'Hers depuis la rentrée 2022. C'est vraiment ce que je projetais parce que ma mère est institutrice, a été institutrice pendant 40 ans, et donc j'ai un peu baigné dans ce milieu-là. Mais je voulais quand même faire des remplacements avant pour vraiment être sûr. Et donc c'est vraiment intéressant d'être remplaçant et de voir plusieurs niveaux. Et donc ça m'a conforté dans mon idée. Et donc là, je suis très satisfait à Saint-Martin-d'Hers avec des C20. Donc dans mon métier, ce qui me plaît, c'est la polyvalence et le contact avec les élèves. Parce qu'à un moment, j'ai pensé être prof en SVT, mais c'est vraiment restreint la SVT et on ne voit pas beaucoup les élèves, tandis qu'en primaire, c'est vraiment intéressant de tisser des liens avec les élèves, de les suivre toute l'année, et avec les parents et l'équipe éducative dans son ensemble. Donc c'est vraiment, on s'ennuie pas, passionnant et on s'ennuie pas. Pour les conseils donc, aux futurs professeurs qui hésitent encore, donc je leur dirais de ne pas hésiter, d'au moins réviser toutes les matières et donc essayer de passer le concours. On peut le passer autant de fois que l'on veut. Et d'être, s'ils peuvent, en observation dans les écoles ou même être contractuel, faire des remplacements pour vraiment se faire une idée. C'est l'idéal. Sinon, il y a se lancer et puis voir au fur et à mesure des mois et des années si ça leur plaît. Et, je pense que s'ils sont bien renseignés, bien se renseigner avant sur Internet et rencontrer des professeurs, et pour être sûr, et a priori, il n'y a pas de souci. Mhm. Voilà, voilà, voilà. Bah, n'hésitez pas, il nous reste quelques minutes. Génial. Si vous avez des questions, j'aurai plaisir à les lire. Mais j'aime bien ce partage. Je trouve qu'il représente bien bah, le parcours qu'on peut se faire. J'ai trouvé intéressant chez ce monsieur qu'il fasse un bilan de compétences. Ça peut, voilà, je ne sais pas si vous avez la possibilité, parfois quand on est au chômage, on peut faire un bilan de compétences. Ça peut être rapide. Puis on peut aussi le faire des fois avec l'intelligence artificielle, se poser. Ça va vraiment vous servir pour soutenir votre motivation et puis interagir avec le jury quand vous en serez à l'épreuve de motivation. Camille, si on a de bonnes notes au concours mais qu'on n'a pas d'affectation, par exemple, dans une académie avec peu de place, est-ce que notre profil reste en veille pour des remplacements, par exemple, ou est-ce qu'on est obligé de repasser le concours l'année d'après ou plusieurs fois jusqu'à ce qu'on soit affecté? Non. Malheureusement, vous devez tout repasser. Avant, il y avait des listes d'attente, mais je crois que ça n'existe plus. Il ne me semble pas, en tout cas.
vous devez tout repasser en entier en plus, hein. Vous êtes obligé, même si vous avez eu les écrits, pas les oraux, ça c'est vraiment obligatoire. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai vu que quelqu'un avait levé la main, donc n'hésitez pas à poser votre question. Ah, donc voilà, Calypso nous redit qu'il y a des fois des listes d'attente selon les académies. Donc, je vais relire pour les personnes qui vont regarder la fin, le live en replay. Si vous êtes dans le nombre de places, vous obtiendrez forcément une affectation. Ça en effet, hein. Si vous pouvez sinon, vous pouvez être sur liste d'attente selon les académies. Vous pouvez repasser le CRPE autant de fois que vous voulez. Et oui, si vous le repassez intégralement. Voilà. Écrit au. Merci, Calypso. D'autres questions? Si dans l'académie choisie, il y a peu de place, est-ce préférable de le passer en externe? En général, quand il y a peu de place, il y a peu de place en externe, en interne. Voilà, c'est un peu pareil, je pense, hein. Par contre, il faut avoir envie de venir dans la région parisienne. Je sais que dans les académies de Créteil et de Versailles, il y a souvent un concours supplémentaire. Ah oui, ce qu'il disait aussi, ça peut être intéressant de devenir professeur des écoles contractuelles si vous en avez la possibilité. Encore une fois, quand on est en région parisienne, il y a vraiment un certain nombre de postes. Donc ceux qui sont sur Versailles ou sur Créteil, vous pouvez très bien vous dire, bah, tiens, je vais le faire pendant un an ou deux, ça va me donner une idée. Voilà. Et oui, l'idée également, nous, on vous aide, on vous donne des conventions de stage. Pendant votre année de préparation, vous avez la possibilité de faire des stages dans les écoles. Parfois, tu diras si je me trompe ou pas, Calypso. Voilà, n'hésitez pas vraiment à prendre rendez-vous avec Calypso et toute l'équipe. Bah, si vous sentez que ça vous, voilà, que ça vous tente, bah, n'attendez pas d'être prêt à 100%. On n'est jamais prêt à 100%. Vraiment, on devient prêt quand on avance petit à petit. C'est un pied avant, on avance un pied après l'autre et c'est comme ça qu'on avance. Voilà, Calypso me dit encore une fois en effet que vous pouvez avoir des conventions de stage pendant votre année pour vous permettre un peu de tester des choses avec les élèves si vous avez cette possibilité. Mais écoutez, on arrive à la fin de ce live. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de soirée, de très belles vacances si vous partez, un très bel été si vous ne partez pas. Voilà, n'hésitez pas si vous êtes sûr de vous de commencer à réviser dès maintenant. Pour les personnes inscrites chez Vocation, on donne accès aux cours en replay. Il y a un certain nombre de cours qu'on peut vraiment voir en amont et qui peuvent être vraiment très précieux d'avoir regardé avant même que les cours commencent. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à bientôt pour un autre live. Au revoir.